fait, moi, je pense que la question de pourquoi il y a un engouement maintenant, je pense que c'est la question inverse qu'il faudrait poser, c'est pourquoi il n'y en a pas eu avant, en fait. Parce que c'est, comme je l'ai redit, hein, mais un mouvement culturel super important qui existe maintenant depuis 40 ans. Comment ça se fait que c'est pas été plus étudié déjà dans d'autres sphères, comme la sphère universitaire qui est censée parler des choses de son temps, et voilà. L'analyse qu'on propose, si vous voulez, c'est une analyse stylistique et pas une analyse littéraire, parce que parler d'analyse littéraire, ce serait réducteur, ce serait réduire le rap à la lettre, alors que le rap, on l'a dit tout à l'heure, ça se réduit pas à la lettre, c'est aussi de la musique, c'est aussi de la voix, c'est aussi de la gestuelle, etc., etc. Et donc la stylistique permet d'avoir cet angle, voilà, plus large peut-être que l'analyse littéraire. Après nous, on s'appesantit surtout sur les textes pour des raisons de compétences, parce qu'on a une formation stylistique, mais aussi parce que quand on invite les rappeurs, souvent les rappeurs ce sont pas eux qui font la musique, donc on parle surtout des textes avec eux. Enfin, on a fait intervenir un musicologue qui s'appelle Maxence Léon, qui avait consacré une séance à Fouzati, parce que Fouzati, donc c'est un rappeur qui écrit ses textes mais qui aussi compose ses propres instrus. Donc voilà, on a aussi des intervenants qui ne sont pas nous. On assure les séances, ce qu'on appelle les séances d'études, mais il y a aussi des séances avec les chercheurs, parce que voilà, on met beaucoup l'accent sur les séances avec les rappeurs, mais c'est très important cette rencontre entre les rappeurs et les chercheurs. Les rappeurs sont un peu des chercheurs de mots, et même les gens qui font des instrus, c'est les diggers, ils cherchent de la musique, donc ils sont dans une optique de recherche finalement. Et donc voilà, on a eu un métricien, Romain Benigni, un musicologue, Maxence Déon, les deux enseignants de l'ENS dont j'ai déjà parlé, Anne-Marie Paillet et Paul Clavier, Christian Béthune, philosophe, et qui a écrit 2 ouvrages très importants sur l'esthétique du rap, 2 ouvrages vraiment fondateurs. Donc voilà, on essaie de faire dialoguer tout ça. C'était aussi, je fais une petite digression là encore, l'objectif d'une séance qu'on avait faite à la Maison de la Poésie, plus précisément d'une journée et d'une soirée, où on avait fait plusieurs communications, Emmanuel et moi, et Christian Béthune et Anne-Marie Paillet, en présence des rappeurs, ensuite un dialogue avec les rappeurs, et dans un 3e et dernier temps, le concert des 3 rappeurs, à savoir Kassam Wapalek, Virus et Kondo. Donc c'est un peu l'idéal du séminaire, vous voyez, c'est de proposer une analyse du rap, de proposer aussi un dialogue entre les rappeurs et les chercheurs, et de mettre ça en lien avec la pratique du rap, avec les concerts. Pour donner des éléments de réponse sur pourquoi le rap devient de plus en plus étudié à l'université, je pense que c'est une question de génération en fait aussi. C'est que maintenant les gens qui sont... ce qu'il faut voir, c'est qui produit ces initiatives. Nous, voilà, Plume Bitume qui est à l'ENS, c'est un séminaire d'élèves. Donc par définition, ce sont des élèves. Donc à l'époque, on avait 23-24 ans. À Sciences Po, c'est une association d'élèves. Donc en fait, très souvent, les initiatives elles viennent non pas de l'institution elle-même, mais de gens qui, dans cette institution, ont un âge et ont... on va dire peut-être un parcours social qui fait qu'ils ont été amenés à écouter du rap, parce que le rap, ils sont nés dans le rap, ont une affection telle qu'ils jugent normal d'en parler et de faire quelque chose dessus. Donc c'est plus une question de génération, plus que de dire les institutions commencent à s'intéresser au rap et tout. En fait, il faut savoir qui dans ces institutions s'y intéresse, par quel biais, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est une initiative d'élèves. Et puis, ce qui est bien, c'est que voilà, faut que des gens fassent leur coming out. Faut des gens des grandes écoles, ENS, l'ENA ou Polytechnique, disent qu'ils écoutent du rap. Après, dans la mesure où le public du rap est divers, cette diversité, elle se ressent aussi dans la réception qu'on fait du rap. C'est-à-dire que les hiérarchies culturelles qu'avant il pouvait y avoir entre des genres musicaux jugés légitimes et le rap, se reproduisent au sein du rap lui-même. Donc en fait, il va y avoir le rap d'intello qui va être jugé mieux que le rap associé aux gens des classes populaires type Maître Gims, Niska, comme on disait.
Et voilà, donc en fait, il y a cette reproduction d'une hiérarchie, mais pour moi, c'est révélateur de la diversité du public qui écoute du rap, quoi. Oui, je suis d'accord, et je rajouterais juste quelque chose. C'est la question du purisme. La question du purisme, ça c'est assez intéressant. Genre, je ne parlerai pas trop de rap intello, mais plutôt de la question du purisme, c'est-à-dire que maintenant que le rap français a une histoire et qu'il y a une patrimonialisation de cette histoire avec notamment l'âge d'or du hip-hop, l'âge d'or du hip-hop français ou du rap français, l'âge d'or du rap français, avec une patrimonialisation, presque une sacralisation en fait de cette période des années 90. Le rap c'était mieux avant, etc. Oui, voilà, le rap c'était mieux avant, etc. Le problème, c'est que finalement, en quelque sorte, la violence, comment dire, c'est pas exactement la violence, mais les reproches qu'on a pu adresser aux rappeurs de cette période parce que ça ne répondait pas à une certaine conception de l'écriture ou à une certaine conception de la musique. Maintenant, les gens issus des années 90 ou qui sont restés un peu bloqués dans cette période des années 90, ils font subir ça d'une certaine manière aux gens de la génération actuelle, et c'est ça le purisme au nom d'une certaine conception du rap qui en fait est une conception restreinte du rap, parce que le rap c'est pas que le rap des années 90. On va réduire le rap à ça, et toute nouveauté va être perçue presque un peu comme presque une forme, le mot un peu fort, d'hérésie, quoi, une dégradation, oui. Une sorte de dégradation, alors que le rap se renouvelle, et que le rap c'est pas simplement le rap des années 90, le rap c'est pas que ça, le rap c'est aussi autre chose, et voilà, donc il y a des fractions aussi donc au sein du rap. Alors là, la fraction elle est un peu schématique, c'est plus compliqué que ça, hein, mais puriste, anti-puriste, c'est une scission qui est assez importante, et je trouve ça dommage que des gens qui ont pu subir certains reproches au nom d'une certaine conception de l'écriture et de la musique adressent maintenant ces reproches à des gens qui font partie du rap. Booba c'est un super exemple parce qu'en fait il change en même temps que le rap change, voire même un petit peu avant que le rap français change. Il a ce côté très touche à tout, qui s'entraîne beaucoup pour arriver à trouver des flows très différents. Voilà, il a sorti l'autotune avant que tout le monde commence, avant que beaucoup de gens commencent à l'utiliser. Le flow trap pareil. Je sais plus, j'avais entendu quelque part que par exemple pour Génération Assassin, il a mis 6 mois pour arriver à poser dessus, et avec un flow qui ressemble beaucoup à Migos par exemple, aux États-Unis. Et voilà, et donc Booba est un très bon exemple parce que sa carrière, parce qu'il touche à presque toutes les formes qu'a pu prendre le rap à un moment donné. Donc c'est les gens qui l'ont aimé à un moment donné, ils n'ont pas évolué en même temps que lui. Sauf que Booba, il a évolué et il est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est en ça que je le trouve très 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 fort. Il est très attaché au rap en fait. Après moi ce qui m'intéresse surtout, alors ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'évolution de Arm, de Psychic Lyrica, qui est partie d'une forme assez hip-hop, qui est passée par un duo guitare-voix, qui compose lui aussi ses sons, qui a fait un album entièrement composé avec des sons synthétiques, avec des machines, qui maintenant commence à rapper sur des sons plus trap, qui se modernise sans cesse, et je trouve que c'est vraiment une évolution passionnante. Je trouve que c'est passionnant la manière dont il évolue tout en restant, c'est un peu cliché ce que je vais dire, tout en restant fidèle à lui-même. Medine aussi, pour parler d'un artiste qu'on a bien connu et qui est révélateur de la manière dont les artistes sont finalement plus tolérants musicalement que leur... bon, ça dépend lesquels, mais que leur public. Medine qui nous raconte que quand il a mis de l'autotune dans son dernier album, c'était vu comme une trahison, comme une hérésie aussi. Et alors que nous on a trouvé super intéressant la manière dont la trappe en fait avait informé sa manière d'écrire. Finalement, la trappe qui va comme un gant, ça lui correspond tout à fait. En fait, c'est comme si il avait certaines capacités
qu'il avait peut-être eu du mal à faire entrer dans un format plus classique et que la trappe lui permet d'exploiter au maximum des capacités vocales, des capacités d'écriture et c'est en quelque sorte presque... Enfin, c'est excessif ce que je veux dire, mais c'est presque un nouveau rappeur d'une certaine manière, presque un nouvel homme. On sent qu'il y a vraiment une maturation, une évolution et je trouve ça vraiment fort. Les rappeurs qui étaient réticents, qui ont décliné notre invitation, c'est des rappeurs qui voulaient pas être trop exposés, qui se sentent peut-être pas trop à l'aise avec pas seulement l'institution, mais le fait même en fait de parler de leurs textes, qui peuvent éprouver, je sais pas, une certaine gêne ou une certaine difficulté à parler de leurs textes, puisque ce sont des gens qui sont dans la pratique et qui vont pas forcément théoriser, interpréter. Et donc voilà, il y a aucun problème avec les gens qui ont décliné l'invitation, ils l'ont fait de manière tout à fait polie. Ça n'a jamais été, il n'y a pas de refus frontal. En fait, en général, ils sont même contents. En fait, certains, en tout cas, qu'on connaît, on a des retours où en fait, ils sont contents qu'on s'intéresse à leur travail. Sako a dit, si vous avez dit, vous avez honoré mon travail, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est des gens qui souvent travaillent énormément, ont à cœur essayer de montrer plein de choses dans leur texte et que les gens n'ont pas forcément vu et qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'en discuter, etc. Et puis les rappeurs, souvent, quand ils sont interviewés par des gens qui ne sont pas dans le milieu rap, en fait, leur musique sert de prétexte pour parler d'autre chose. Et là, ce qui leur faisait plaisir, c'est que on les prenait pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font surtout. On n'invite pas les rappeurs pour parler de la banlieue, pour parler de etc. Pas que ce soit pas intéressant, mais voilà, les rappeurs sont des rappeurs, le rap c'est du rap, donc on parle de rap, on parle de leur manière de composer des morceaux, leur manière, je sais pas, de les enregistrer, de les concevoir, on parle de rap et donc c'est une forme de reconnaissance de leur travail qu'ils ont pas toujours eu. Voilà. Mais c'est marrant, tu dis que tu nous interviews pour cette raison qui est justement qu'on a essayé de prendre le rap comme vraiment comme un art, quoi, et comme une pratique artistique. Mais ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que c'est aussi la démarche qu'a eu Karim Amou, le sociologue, en écrivant Histoire du rap en France, où justement il a montré comment les travaux universitaires, avant lui en gros, ou avant certains autres, pas que lui, on a toujours considéré le rap comme un observatoire exotique pour parler d'autre chose. C'est exactement ce que disait Benoît par rapport au journalisme, à la presse. Donc en fait ça c'est pareil dans le milieu universitaire, il n'y a pas que les journalistes. Et Karim Amou est justement arrivé à un moment pour dire en fait il faut considérer avant tout le rap comme une pratique artistique. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que cette démarche de prendre au sérieux le rap comme une pratique artistique, c'est aussi celle qui avait été initiée par l'ABCDR du son quand ils sont créés et tout. Ce qui fait que quand nous on a explicité notre démarche, ça a intéressé au moins un d'entre eux qui est venu à la première séance par exemple, jusqu'à plusieurs années après, nous proposer d'écrire à l'ABCDR du son. Ce que je fais maintenant, avec beaucoup de plaisir. Ok, ça marche. C'était qui, Zo? Oui, bien sûr, c'est lui. Et au contraire, quelle rencontre vous a marqué particulièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué particulièrement? Moi, le Virus et Bachir, quoi. Bachir, c'était le DJ à l'époque, DJ de Virus, qui est venu en fait à la séance et qui maintenant sont rentrés dans le cercle, quoi. Ok. Ça marche. C'est des rencontres dont je me rappellerai toujours. Oui, pareil. Ouais, toutes les rencontres étaient marquantes, mais c'est vrai que la rencontre avec vous, c'est particulièrement marquant parce qu'on s'est revus et puis le disque dont j'ai parlé tout à l'heure, les soliloques du pauvre. La première fois qu'il a interprété Jean Rictus sur scène, c'était à la Maison de la Poésie, lors de cette journée-là qui a été organisée dans le cadre du séminaire à la Maison de la Poésie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, qu'il a eu, je crois, une sorte de déclic, qu'il s'est dit qu'il pouvait rapper Virus. Et moi,
il m'a proposé de faire la préface pour son livre disque, et donc il y a quelque chose qui s'est poursuivi. Et c'est ça aussi le but du séminaire, c'est de faire des rencontres qui peuvent éventuellement se poursuivre, et qui, je sais pas, il peut y avoir vraiment de véritables échanges, que l'échange se finisse pas forcément à la fin de la rencontre, mais que voilà, par exemple ce qui s'est passé avec le projet de virus. Okay. C'est pas pour faire dans le mélodrame, je sais pas quoi, journaliste, mais moi ça a été un événement super important dans ma vie, en fait, ce séminaire, parce qu'il m'a ouvert à des gens, des rencontres, qui aujourd'hui définissent vraiment tout ce que je suis. Voilà, parce que j'ai fait ce truc, j'ai rencontré Bachir, j'ai rencontré Virus. Parce que j'ai fait ce truc, maintenant j'écris à l'ABC d'Art du Chant. Parce que j'ai fait ce truc, il y a des gens qu'on croise en concert qui étaient venus aux séances et avec qui on rigole. Enfin, il y a voilà, vraiment, ça a été aussi un événement très important pour nous personnellement dans notre vie, quoi. Ouais. Oui, puis il y a quelque chose de puissant dans le rap qui fait que le rap ne laisse pas indemne. Et donc, ce séminaire, c'est pas que ça nous change, mais ça a quand même un impact, je pense, sur notre manière de voir les choses. Le fait de rencontrer les rappeurs, d'échanger avec eux, d'avoir des retours, je pense qu'il y a quelque chose qui ne laisse pas indemne. Okay. Je pense que ce qui est important, c'est que le séminaire puisse se perpétuer à l'UNS ou dans une université. Je pense qu'il est important que le séminaire se perpétue, qu'il y ait aussi peut-être des gens qui prennent le relais ou qui fassent d'autres initiatives peut-être un peu du même genre, pour que ce soit pas une initiative isolée, qu'il soit pas juste un feu de paille, un coup d'éclat, mais que vraiment ça se perpétue. Et la deuxième chose importante, puisqu'on est quand même dans la recherche, c'est que ça donne lieu à des publications, la matière qu'on a accumulée lors des séances d'études avec les rappeurs, qu'il y a des publications. Voilà, ça peut être sous la forme d'articles, il y aura des articles. Et oui, il y a une troisième dimension, c'est l'idée du séminaire La Plume et le Bitume hors les murs, entre guillemets, parce qu'on l'a déjà fait, on a déjà intervenu par exemple en classe de lycée, respectivement aussi dans des collèges, soit à deux, soit seuls, et également en milieu carcéral où la maison d'arrêt de Nanterre nous avait demandé de faire un atelier en fait pendant un mois au détenus. Et ça aussi, c'est des expériences, je pense, importantes et qui montrent que ce qu'on fait, ça se limite pas, même si c'est important que l'ancrage universitaire reste, ça se limite pas à l'université, qu'on peut aussi intervenir dans d'autres domaines de la vie sociale. Voilà, faut qu'il y ait ce double mouvement, je pense que ce double mouvement il est important, le mouvement, je sais pas, intérieur-extérieur, mouvement centripète, centrifuge, qu'il y ait l'ancrage académique qui me semble important et qu'en même temps, de même qu'on fait venir des gens qui sont pas censés se retrouver à l'UNS, ou qu'on aille dans des endroits où on n'est pas forcément censé se retrouver, donc il y a encore une fois ce phénomène d'échange, et ça peut être aussi voilà, un échange au sens d'espace, et que c'est important qu'il y ait des prolongements du séminaire à l'extérieur des lieux académiques, pour montrer que le rap c'est quand même un centre névralgique, c'est un carrefour qui est au milieu de beaucoup de choses, et donc ça permet de relier beaucoup de choses, un peu, je sais pas, comme une forme de toile d'araignée. C'est pour ça que j'adore cette musique aussi, pour le côté échange et le côté qui permet de parler à des mondes sociaux complètement différents.